Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. « 18 juillet 2019, une femme de 29 ans, une geek, spécialiste du codage informatique, parvient à faire plier Google. Sous la pression de la jeune Française, le géant du numérique modifie son algorithme. À partir de ce jour, quand vous tapez le mot « lesbienne », vous ne tombez plus sur des sites pornographiques. Cette victoire, c'est l'aboutissement d'un combat inédit, pionnier, celui de Fanchon Mailloton et de son collectif SEO Lesbiennes. À coups de hashtags et de lobbying sur le net, elles ont exploré une nouvelle manière de militer qui leur a permis de réussir l'impossible, remporter une bataille qui semblait perdue d'avance. Moi, j'ai toujours été convaincue qu'on allait gagner, que Google allait changer, et j'avais pas peur de me battre contre Google. J'avais depuis longtemps conscience que Internet était une place terrible pour les lesbiennes. Donc moi-même, je m'étais déjà confrontée au fait de taper le mot lesbienne sur Google et n'avoir que des résultats pornographiques quand j'étais adolescente. Et j'en avais un peu marre de tout ça, et je me suis dit qu'il y avait cette possibilité de changer. Je savais, contre vents et marées, à chaque fois on me disait « mais Google est un géant, Google ne changera jamais son algorithme ». Moi, je savais qu'il le ferait. Je savais que l'algorithme était changeable et qu'il se devait de le faire pour les lesbiennes francophones en France. D'abord, en tant que femme, j'ai déjà vécu cette première injustice qui est que quand on est dans la cour de l'école primaire et qu'on joue au foot et qu'il fait très chaud, les garçons enlèvent leur t-shirt et que nous, les filles, on nous interdisait de le faire. Ça, c'est la première. Avant même d'avoir vécu la puberté, j'ai déjà expériencé le fait d'être une femme et d'être discriminée. Ça, c'est la première discrimination que j'ai vécue. Et donc, pour moi, la première injustice et le premier fort sentiment d'injustice dans ma vie, aussi loin que je me souvienne, que j'ai jamais vécu, c'est celle-ci. Dans un second temps, à l'adolescence, je me suis sentie profondément différente dans tout ce que j'aimais, avec un fort sentiment de honte. Sentiment de honte des musiques que j'appréciais, sentiment de honte des gens que j'appréciais, sentiment de honte de la littérature que j'appréciais, etc. Et je me suis rendu compte que ce sentiment de honte était fortement corrélé à mon sentiment de honte pour mes désirs et mes désirs intérieurs. Donc d'abord, dans un premier temps, je les ai complètement refoulés et je les vivais de manière très intime dans la solitude. Internet a vraiment été pour moi quelque chose qui m'a littéralement sauvée. On était quand même à l'époque juste au balbutiement des premiers réseaux sociaux, les blogs. Et c'est là que j'ai compris que j'étais lesbienne et que j'avais envie de découvrir du contenu dédié et qui s'adressait à moi et dans lesquels je pouvais retrouver des représentations que je n'avais pas dans ma vie de tous les jours. Je ne voyais pas de lesbienne, je ne savais pas ce que c'était qu'être lesbienne. J'étais entourée de gays, j'avais dans mon entourage des hommes gays qui venaient chez moi, donc je savais ce que c'était que l'homosexualité, mais pour moi c'était quelque chose qui était lié à la masculinité. Et je savais au fond de moi-même que je ressentais ce désir pour les femmes, mais je ne savais pas le qualifier. Et pour moi, je connaissais même pas l'existence des lesbiennes. J'étais très curieuse et j'avais accès à l'ordinateur comme je voulais. Déjà, c'était quelque chose, c'était une vraie chance. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'Internet était très dangereux, qu'il y avait des contenus qui étaient à l'époque incontrôlés, incontrôlables. Voilà. Donc je tape sur Google quand j'ai 15 ans, 16 ans, le mot lesbienne, je tombe sur de la pornographie. Je suis outrée, choquée, j'ai pas envie de continuer en fait cette recherche-là et un peu dégoûtée. Et je crois que je ravale un peu cette envie et cette curiosité-là en me disant que j'ai pas du tout envie de faire de la porno, j'ai pas envie d'être hyper sexualisée. Enfin, à l'époque, j'ai pas ces mots-là, j'ai pas ce vocabulaire-là, mais en tout cas, dans mon ressenti et dans mon souvenir de ce ressenti-là, c'est vraiment du dégoût.
Je suis dégoûtée de voir, dans tous les sens du terme, dégoûtée de cette pornographie-là qui s'affiche sur mon écran. Je crois que je ferme vite l'ordinateur et j'ai plus envie d'y retourner. La problématique de cette solitude me fait et me donne envie de retourner. À un moment donné, c'est plus possible dans ma vie. J'ai besoin d'être lesbienne, j'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de l'être. Et c'est comme ça que je retape le mot lesbienne, à nouveau confrontée à de la pornographie, mais cette fois-ci, je ne me laisse pas abattre. Et donc, j'applique des méthodologies de la recherche qu'on m'a apprises à l'université et qui me permettent de contourner, en fait, et d'utiliser d'autres mots-clés que le mot basique lesbienne. Et donc, j'utilise notamment les titres de livres, les titres de films, pour pouvoir tomber sur du contenu non pornographique. Et à partir de ce moment-là, je découvre une communauté, des gens qui m'accueillent et je fais mes premières rencontres, je rencontre ma première petite copine, etc. Et c'est comme ça que je découvre que, en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres filles qui sont lesbiennes, il y a d'autres filles qui cherchent également des informations sur les lesbiennes. Moi, je me souviens, toute jeune, d'aller chercher des documentaires sur YouTube, à l'époque même Dailymotion, pour essayer de voir ce que c'était qu'une famille homoparentale, puisque je savais que je voulais des enfants. Mais j'avais besoin de modèles, j'avais besoin de représentativité, et il n'y en avait pas. Cette absence de représentation, ça représentait surtout un gros point d'interrogation. Plus tard, alors que dans ma vie, je vis quand même, je suis à août, je vis mieux les choses. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en fais d'ailleurs mon métier. Et sur Twitter, notamment, je suis sur des blogs, j'écris de la poésie lesbienne, etc. Et je fais des rencontres grâce à ça, grâce à ce prisme-là. Et je pense notamment à la journaliste Marie Laborie, qui a été quand même une des premières journalistes qui m'a beaucoup inspirée, ouvertement lesbienne sur Pink TV, et qui a tweeté ce tweet-là qui a été pour moi révélateur. Elle dit, mais le mot lesbienne, je l'aimais pas avant, mais aujourd'hui je l'aime, aujourd'hui c'est moi. Et ça a fait comme un effet boomerang dans ma tête et je me suis dit, mais oui, mais moi non plus, je n'aime pas ce mot, j'ai un problème avec ce mot-là. Et là, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour faire en sorte que les autres générations n'aient pas encore à détester ce mot et à en passer par là. Et donc, je me suis dit qu'une toute nouvelle manière de militer pouvait naître. Et c'est ce soir-là que mon compte Twitter, qui était un compte Twitter de poésie lesbienne, s'est transformé en compte SEO lesbienne. SEO lesbienne, c'est le mouvement, le hashtag que j'ai lancé sur Twitter. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. En gros, ce sont toutes les techniques qui permettent de faire remonter un résultat pertinent dans les moteurs de recherche. Typiquement, quand je suis un site pornographique et que je diffuse du contenu pornographique, j'ai intérêt à me faire référencer sur le mot lesbienne. Donc de nombreux sites pornographiques payent des agences pour remonter dans les résultats et être les premiers à s'afficher quand on est sur Google. C'était instinctif. J'ai sorti j'ai pondu le hashtag de manière instinctive et non réfléchie. Et le lendemain matin, j'ai été bouleversée de voir que ça avait été retweeté, que j'avais eu plein de messages et que le mouvement en fait avait pris. C'est comme si j'avais lancé quelque chose, une espèce de bouteille à la mer, et que d'un seul coup, ça m'était revenu, et que là, il fallait que j'agisse, et que du coup, je pense et que je réfléchisse. Mais c'est arrivé sans que je m'y attende. Comment on fait pour mettre en place un mot-clé et le faire arriver en tête ? Aujourd'hui, on a des gens, on a l'industrie pornographique qui paye pour faire en sorte que le mot lesbienne, quand on le tape, on tombe que sur du contenu pornographique. On peut même dire que le mot lesbienne a été privatisé. Il a été capté et on en a fait clairement ce qu'on a voulu. Ce qui transparaît, c'est que les lesbiennes sont lesbiennes uniquement dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'elles ne vivent et elles n'expérimentent leur propre sexualité qu'à travers le regard d'un autre, qu'à travers le fantasme d'un autre, et pas pour et par elles-mêmes. Et c'est fini. Moi, j'avais envie de dire, c'est fini. Utilisons ces mêmes méthodes, des méthodes barbares de capitalistes, et référençons les contenus qu'on a envie de référencer.
Est-ce qu'on a des chances de gagner contre Google ? Moi, j'avais l'intuition qu'on en avait et j'avais besoin d'être entourée par des experts, des gens dont le métier est concrètement, en fait, de faire en sorte de référencer, par exemple, je sais pas, des casseroles, faire en sorte qu'un site internet qui vend des casseroles arrive en premier sur le mot casserole. Voilà, ça, c'est leur métier. Et donc ces personnes-là m'ont expliqué qu'il y avait plusieurs différentes manières de réussir. La première, c'était du lobbying, c'est-à-dire parler de Google et faire en sorte que Google entende ce qu'on a à dire. Et c'est, pour le coup, pour la petite info, c'est ça qui a fonctionné. Mais on avait également des moyens plus techniques d'agir, et notamment en connaissant un petit peu les algorithmes. La manière dont Google fait fonctionner son moteur de recherche, c'est à l'aide d'un algorithme, en tout cas en l'occurrence de plusieurs algorithmes. Et si on teste, on arrive à comprendre un petit peu comment fonctionne cet algorithme-là. Une des techniques s'appelle le Google bombing. Il s'agit de, concrètement, en anglais, c'est faire une bombe contre Google. Alors il ne s'agit pas d'un attentat, il s'agit simplement d'écrire le mot lesbienne partout, tout le temps. Et donc au début, on voulait mener vraiment, on a fait une campagne de lobbying. L'objectif, c'était que ça parvienne aux oreilles de Google et que Google se dise « ça y est, c'est fini, on ne peut plus se mettre des œillères, le mot lesbienne doit changer. Il est hors de question de laisser d'autres générations vivre encore la même chose de ce qu'on vit. » Quelques jours plus tard, on voit une interview du numéro 2 de Google, qui est sollicité par Tétu, qui donne une réponse officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google ne commente jamais ces changements d'algorithme. Et donc là, c'est la première fois que Google s'exprime et explique qu'il a fait un changement spécifique d'algorithme. Je me rends compte sur mon téléphone portable que, effectivement, ça y est, le mot lesbienne n'est plus entièrement référencé avec de la pornographie. Donc c'était vraiment ce qu'on voulait. Google a si vite réagi parce qu'ils n'aiment pas le scandale, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux, ils n'aiment pas que... Globalement, ils n'aiment pas avoir mauvaise presse. Voilà, ils aiment être bien vus. Et donc, ils admettent qu'ils ont fait une erreur, mais une erreur qui a duré pendant de nombreuses années. Donc, globalement, Google, c'est la pression médiatique qu'ils n'ont pas beaucoup appréciée et qui a contribué fortement au fait que Google ait eu à se poser la question très très vite de changer cet algorithme et d'y travailler. Ça veut dire que des gens ont pris conscience de cette problématique-là, ont travaillé à la corriger, et également, après ça, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas dans toutes les langues. C'est-à-dire que, par exemple, en portugais, il y avait encore des marges d'erreur, et c'est là que le combat a pris un peu une ampleur internationale et que ça a eu tout un écho, notamment au Brésil. Parce qu'on peut dire que les droits LGBT au Brésil sont en train de diminuer et la presse brésilienne était très intéressée par cette initiative-là et notamment ces techniques de lutte en cyberaction et à chercher à comprendre un petit peu quel modèle on avait utilisé, comment on avait fait pour faire plier Google. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que la plupart des gens n'étaient pas conscients de ce problème-là, même au sein des associations LGBT. Et on a besoin d'avoir des experts, des codeurs, des devs qui vont travailler main dans la main avec ces associations de défense des droits LGBT. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétences numériques dans ces associations. C'était inédit parce que dans l'ampleur et dans la manière de faire, c'est-à-dire associer des lesbiennes avec des experts en SEO, ça n'avait jamais été fait, des lesbiennes qui se revendiquent par et pour elles-mêmes et qui se disent on va utiliser les mêmes méthodes des marketeurs, des gens qui font du marketing et du SEO, de l'industrie pornographique, on va reprendre ces méthodes à notre compte. Et ça n'avait jamais été fait. Donc une cyberaction qui inverse un petit peu, qui reprend le pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'un algorithme, il ne fonctionne pas par lui-même. Il a été pensé, il a été codé par une personne, par une équipe, et que ces personnes-là, sans le vouloir, elles induisent des choses dans cet algorithme. Faut voir l'algorithme comme une formule mathématique. C'est pas quelque chose qui est neutre. Les mathématiques ne sont pas neutres. Et de la même manière, les algorithmes ne sont pas toujours neutre. Il y a des facteurs, des manières d'impliquer et d'induire des résultats. Et notamment quand on est un homme et qu'on pense un algorithme, il peut arriver qu'il y ait des biais. On a plusieurs exemples. Si vous tapez aujourd'hui « femme noire »,
sur Google, vous allez tomber sur des photographies de femmes noires, donc Michelle Obama, des choses tout à fait normales. Par contre, en termes de contenu textuel, vous allez avoir des contenus qui sont un peu limite, plus ou moins pornographiques ou plus ou moins associés à de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Donc on est sur des stéréotypes. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les personnes qui codent ces algorithmes? Ce sont des hommes, principalement des hommes blancs de la Silicon Valley, donc plutôt des gens qui sont aisés. Et ça, c'est aussi problématique. C'est qu'il y a plein de choses auxquelles ils ne pensent pas, parce que ce sont des humains. Et que les humains, ils font des erreurs, en fait. Et ils les implantent et ils les implémentent dans les algorithmes. Donc la marge d'erreur des algorithmes est complètement humaine. En fait, on peut même dire qu'un algorithme, la seule chose qui le rend un peu humain, c'est le fait qu'il fait des erreurs. Il y a encore ces stéréotypes du geek qui fait des blagues un peu lourdes. Et c'est... Allez parler à n'importe quelle femme qui travaille dans ces boîtes-là, elle vous dira que c'est encore vrai. C'est en train de changer, mais c'est pas notre génération qui va voir éclore de grandes femmes développeuses. Il faudrait pour ça réécrire l'histoire. Il faudrait que les manuels scolaires donnent plus d'exemples. Quand vous ne présentez que des rues et des métros avec des scientifiques masculins, des noms d'universités avec que des scientifiques masculins, c'est quand même problématique quand on est une femme. Ça donne pas envie forcément de s'identifier et de rêver. On y a encore du boulot et on est qu'au balbutiement. Et donc les femmes, allez-y quoi, allez-y. Il y a du boulot. Les femmes doivent être ouvertes et elles sont les premières sur la ligne pour faire changer les choses. Et malheureusement, tout repose sur leurs épaules. La pionnière de demain, c'est la présidente de la République française, la première femme. Je rêve d'une femme présidente. Je rêve que là, il y ait une petite fille qui soit à l'école, dont le rêve est de devenir présidente, qu'on ne la décourage jamais, qu'elle ait des modèles féminins suffisamment puissants pour pouvoir s'identifier, et puis qu'un jour, elle rencontre une équipe qui ne la découragera pas de se présenter au profit de son mari, par exemple, et qu'elle arrive enfin à être élue par la population française qui... pensera enfin que la présidentiabilité ne tient pas à la masculinité. C'est la même raison pour laquelle on invite des femmes à travailler dans l'intelligence artificielle et dans les algorithmes, c'est que on ne peut pas décorréler le fait d'être une femme. Être une femme, c'est être conscient de ses propres discriminations, être conscient que le monde tel qu'il est aujourd'hui est un monde qui n'est pas pour nous, qui est un monde qui est construit, dans lequel on vit, mais qui n'est pas pour nous. C'est le monde des hommes, dans lequel nous, on vit. Mais du coup, être une femme présidente, c'est quand même un rôle social très important, un modèle qui pourra être véhiculé. Son nom sera partout dans les journaux. J'ai bon espoir aussi que cette femme, puisqu'elle est encore aujourd'hui toute enfant dans ma tête, ait été élevée avec quand même des idées différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes qui sont puissantes et qu'on voit... puissantes, par exemple au CAC 40 ou des choses comme ça, sont des femmes qui ont repris les codes de la masculinité pour elles. J'espère que cette femme présidente aura des codes de la féminité et qu'elle parviendra à être élue avec ces codes-là, et non pas parce qu'elle a pris pour elle des codes qui ne sont pas les siens. Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Dans le prochain épisode de la série, vous entendrez une des rares femmes chefs d'orchestre, pionnière dans un milieu réservé aux hommes. Alors restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.